bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Donc, je me présente, Alex Thibault, directeur de Bistro Brain, et je vous souhaite la bienvenue à cet événement Démonte ton mythe, premier de notre 7e programmation de Bistro Brain à ce jour, et 91e événement en tout. Donc, je suis vraiment choyé de pouvoir dire ça à titre de directeur, déjà depuis maintenant 3 ans. Pour les nouveaux, les nouvelles, Bistro Brain, c'est quoi? C'est un OBNL qui a été fondé en 2017 et qui vise à rendre le savoir scientifique accessible à travers le plaisir. Comment on fait ça? Ben, à travers des événements comme ça, de soirées tout à fait décontractées, dans lesquels on reçoit 4 présentations de 12 minutes, suivies de périodes de questions de 5 minutes. On finit avec un quiz. On vous invite à rester attentive et attentif, car il y aura un prix, une carte cadeau de 25 $ au Bac Bière ici même. Donc, c'est toujours dans le plaisir et l'ambiance chaleureuse qu'on essaie de faire ça. Et juste pour vous dire, l'année passée, à Sherbrooke, on a une moyenne de personnes, de 80 personnes par événement. Donc, un total en 14 événements de 1126 participations. Donc, juste pour ça, j'aimerais une bonne main d'applaudissements. Donc, ce soir, c'est une belle collaboration avec le Rexus, déjà pour une 2e année d'affilée. On compte sur beaucoup de partenaires, puis je ne vais pas les oublier. Donc, je sors mes petites notes comme ça. Donc, oui, exactement. Puis, aussi pour dire, sur les événements, c'est des événements qui ont lieu une fois par mois, qui sont thématiques, qui sont gratuits. On fait vraiment, on couvre tous les domaines d'études et de recherche pour vraiment satisfaire la curiosité de tous et toutes. Sinon, on est également à Montréal, Trois-Rivières. On a un podcast, La tête à Papineau. Vous avez peut-être vu défiler derrière nous. On a enregistré notre 27e épisode mercredi dernier. Et on donne également des formations en vulgarisation scientifique pour faire en sorte que plus de gens soient capables de diffuser la science à travers le plaisir. Il y a des gens ici qui ont pu profiter de ces beaux accompagnements-là. Je vois plein d'anciens présentateurs. Un membre honorifique juste devant moi, Philippe Saint-Martin. On lui dit allô, Charles Naman juste à côté. Waouh, que c'est beau la communauté Bistro Brain. Donc, pour ce soir, je remercie nos commanditaires qui sont l'AGEG, le Sarers, l'AFERS. Et je vais faire un petit roulement de tambour pour dévoiler notre programmation. Ensuite de ça, je vais passer la parole à notre collaborateur, représenté par M. Antoine Deberge, juste devant moi. Donc, juste avoir besoin du PowerPoint, annonce de la programmation qui s'affiche derrière moi. Ça va pas bien long. On se rappelle, il ne faut jamais sous-estimer la technique. Donc, j'ai besoin d'un roulement de tambour pour la programmation de cette année, qui sera composée jusqu'à présent de 11 événements. Et ça s'en vient. Tadam! Donc, on peut voir vraiment une variété d'événements à votre gauche ou derrière moi. On voit Démonte ton mythe aujourd'hui, on va avoir la santé quantique avec nos amis de l'Institut quantique, communication scientifique pour le grand public avec un cours animé par Sophie Malavoie et Olivier Robin au Centre de compétences Recherche Plus, technologie du futur, sexualité toujours très populaire, lutte sociale d'hier et d'aujourd'hui, environnement, science et fiction avec nos amis au Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, santé mentale et on finit avec une collaboration pour la 4e édition des Grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'était notre annonce pour la programmation de cette année. Maintenant, je passe la parole à notre collaborateur, l'Erexus, par l'entremise de son président et membre honorifique, Antoine Théberge. Je vais même, pour l'occasion, lui remettre de mes mains une carte fraîchement imprimée de membre honorifique qui donne droit à une consommation par événement. Donc, bon applaudissement pour notre ami Antoine. Félicitations. Merci Alexis, c'est très gentil. En levant la main, qui ici étudie dans la faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke au 2e ou 3e cycle? Il y a quelques mains qui se lèvent. Donc, que vous le sachiez ou non, vous êtes membre du REXUS, le regroupement étudiant des chercheurs et chercheuses en sciences de l'Université de Sherbrooke. On organise à travers les années des activités à saveur scientifique qui s'adressent ou non au grand public. Par exemple, on est en train de monter un atelier pour enseigner aux filles et aux femmes, aux filles du secondaire, mettons, à faire la programmation. L'atelier est monté, on cherche des bénévoles pour en fait
donner l'atelier. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On a aussi des affiches dans la cafétéria de la Faculté des sciences qui permettent aux personnes de diffuser leurs travaux de recherche. Donc, si vous êtes dans la Faculté des sciences, vous avez de la recherche à diffuser. Ça nous ferait plaisir d'afficher vos affiches dans la cafétéria aux yeux des gens qui dînent. On organise aussi à chaque année le Forum de la recherche. Cette année, ce sera sous le thème de l'astronomie ou l'espace, dans ces thèmes-là en général. Donc, si vous avez des idées de présentation, on vous invite fortement à nous contacter pour soumettre vos idées de présentation. Et finalement, un événement grand public, donc tout le monde est invité. On vous invite à aller visiter l'Astrolabe du Mont-Mégantic. Ça va se passer mercredi prochain en soirée. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller voir Lydia qui va présenter un petit peu plus tard dans la soirée. Donc, vous allez savoir c'est qui. Et vous pouvez vous inscrire sur place. N'hésitez pas, il reste quelques places encore. Donc, je pense que ça clôt pour moi. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi, Antoine. Mais merci encore une fois au Rexus pour cette belle collaboration qui vise, encore une fois, à rendre la science accessible à travers le plaisir. Donc, c'est maintenant le temps d'enchaîner avec nos présentations. Donc, tantôt, j'ai dit on faisait 4 présentations de 12 minutes. Cette fois-ci, c'est une exception. On fait 5 présentations de 10 minutes qui seront suivies chacune d'une période de questions de 3 minutes. Je pointe de mon doigt, de mon cellulaire, l'endroit où poser vos questions. Il y a un deuxième micro juste à côté de la console. Donc, on vous invite vraiment à participer à cet échange-là de la démocratisation du savoir en faisant aller votre curiosité scientifique. Poser les questions les plus naïves, les plus innocentes. On est vraiment là pour profiter de cette belle expertise qu'on a sur scène. Donc, première présentation, il s'agit d'Ignacio Fernandez Cacho, qui va nous faire une présentation qui s'intitule « Les champignons, nourriture et quoi d'autre ?» Pour le présenter, il est né à Madrid, il a étudié la musique au Royaume-Uni, il a découvert le monde fabuleux des champignons à travers ses multiples voyages à travers le monde, et aujourd'hui, il travaille pour diverses fermes de champignons comme mythiculteur, en plus d'avoir ouvert en novembre 2022 une champignonnière du réseau souterrain. Là, je me félicite d'avoir prononcé champignonnière 2 fois de suite. C'était vraiment un défi chez moi. Fait que, let's go les champignons avec Ignacio. Bonjour tout le monde. Moi, j'aimerais commencer aujourd'hui pour poser une question. Puis cette question, c'est qui parmi nous n'aime pas les champignons? À main levée, ne soyez pas gênés, ce n'est pas de problème. Parfait, on ne serait pas des amis, c'est bien. Non, c'est une blague. En fait, je suis ici pour vous convaincre que les champignons ils peuvent être utilisés pour beaucoup plus de choses que juste la nourriture. Puis, en fait, je vais proposer même que les champignons, ça peut être un outil qui peut nous aider pour changer le monde. Peut-être pour les biens ou pour les mal. Non, juste pour les biens, en fait. Donc, peut-être que vous vous demandez, OK, mais quoi d'autre qu'on peut faire avec les champignons à part de les manger? Mais maintenant, je vais faire une petite liste. Comme vous voyez, c'est juste 2-3 choses. Et puis après, on va approfondir dans quelques utilisations plus pertinentes. Donc, pour commencer, les champignons peuvent être utilisés comme du combustible, comme l'encre, la médecine, la microrémédiation, on va parler de ça un peu plus tard, du cuir, biocarburant, l'architecture, oui, l'emballage, oui, des appareils électroniques aussi, oh oui, des cercueils, des briques de construction, et, obviously, comme des champignons magiques, et il y a même des gens qui pensent que la conscience humaine y est apparue après des singes qui mangent des champignons magiques. Je ne peux pas dire oui ou non, mais en tout cas. Ah, puis, il ne faut pas oublier. Oui, la musique aussi. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup plus d'utilisation pour les champignons que juste la nourriture. En fait, on peut faire beaucoup de choses. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus en profondeur dans certaines choses qu'on peut faire avec les champignons. Puis avant ça, on va parler un peu de théorie pour comprendre comment que les champignons marchent, puis comprendre comment que
ce champignon peut nous aider pour l'avenir du monde qu'on veut construire. Donc, c'est quoi les champignons? En fait, les champignons, ils font partie du royaume fungique. Et c'est un royaume très divers. Il y a beaucoup d'espèces différentes. Mais ce n'est pas des animaux, ce n'est pas des plantes. C'est vraiment un royaume à part. Et les champignons comme tels, on peut dire que c'est juste la pointe d'un iceberg. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Les champignons, c'est juste l'appareil reproducteur d'un organisme qui est beaucoup plus vaste, qui est en dessous de la Terre, qu'on ne voit pas. Puis, en fait, en ce moment, ça estime qu'il y a à peu près 3,8 millions d'espèces de fungi connues. Parmi ces 3,8 millions, il y a juste 5% qui font des champignons. Dans le fond, il y a très peu qui font des champignons. Puis de toutes ces 3,8 millions d'espèces de fungi, il y a un 10% qui en connaît. J'ai dit ça parce qu'en fait, la porte pour la recherche, c'est énorme. Comme vous voyez, 10%, c'est rien, moins de 10%. Il y a tellement de travail à faire encore, tellement d'espèces à connaître, puis c'est un travail très important à faire. Aussi, une autre caractéristique des fungi, des champignons, c'est que c'est des fabriques chimiques. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire que dans son jour à jour, les champignons, ils produisent toutes sortes de composants chimiques pour se nourrir, pour se défendre. C'est vraiment une partie essentielle de qui ils sont. En fait, les champignons, c'est les décomposeurs principaux dans la nature. C'est eux qui créent les sols dans la nature. Puis c'est grâce à eux qu'on n'est pas entouré des arbres partout qui n'arrivent pas à se décomposer. Aussi, il faudrait parler des mycéliums. Les mycéliums, j'imagine qu'il y a déjà quelqu'un d'entre vous qui a entendu parler de ça. C'est un peu comme si c'était la racine, mais ce n'est pas exactement ça, d'un champignon. Comme vous voyez sur l'image, il est juste en dessous. C'est vraiment cette partie-là qu'on ne peut pas voir quand on est en forêt. On voit juste les champignons, que c'est l'appareil reproducteur. Puis, les mycéliums, il y a comme fonction nourrir l'organisme. Il y a aussi la fonction de se reproduire, de se défendre. Puis, ça va être une partie qu'on va utiliser très souvent quand on va faire des matériels, on va faire toutes sortes de choses avec, parce qu'il y a beaucoup de propriétés, comme la propriété d'aller s'adapter à l'environnement qui l'entoure. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, on va rentrer un peu plus en profondeur dans certaines utilisations. Et il y a 4 que j'ai sélectionnées, que je trouve que c'est vraiment les 4 options les plus promoteurs qui pourraient nous aider à amener un monde un peu plus, on va dire, qui marche mieux. Donc, la première option, c'est les mycomatériaux. C'est quoi les mycomatériaux? Les mycomatériaux, c'est tout ça qui est fait à base de mycélium. En fait, on va prendre les mycéliums, on va les transformer comme on a besoin, puis on va créer des matériels avec. Et ça peut être aussi un mélange de mycélium avec des autres sortes de matériels comme des fibres, des métals. Et en tout cas, il y a beaucoup des options qu'on peut avoir. Pour donner des exemples, on peut faire la mousse avec ça, on peut faire du cuir, comme on a vu dans les images, on peut faire des briques de construction, on peut faire des plastiques d'emballage, on peut faire des panneaux isolants, on peut faire plein de choses avec ce matériel. Puis, c'est sûr que c'est encore nouveau, il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais c'est très prometteur. Et juste pour donner des exemples concrets, IKEA, il commence à faire des emballages avec des mycéliums. Adidas, il commence à faire des souliers avec des mycéliums. Puis il y a même les DARPA, c'est une entreprise de recherche militaire américaine, qui sont développés ils ont investi plus de 10 millions de dollars pour développer des constructions à base de mycélium qui ça peut être faites avec très peu de matériaux puis qui vont se décomposer toutes seules. Donc, comme vous voyez, c'est très prometteur aussi. La mycorémédiation. Cet mot est un peu plus long, plus difficile à prononcer. C'est quoi la mycorémédiation? C'est comment on peut utiliser ce pouvoir des champignons pour aller décomposer le monde autour de eux, pour aller guérir les sols, aller guérir l'eau. En fait, comme on a parlé tantôt, les champignons sont des fabriques chimiques. Ils vont produire toutes sortes de composants qui vont les permettre d'aller chercher la nourriture à eux. Ils vont décomposer le carbone tout autour d'eux. Donc, c'est cette propriété qui nous permet, mettons, d'aller inoculer un sol qui est plein de pesticides, qui est plein de fertilisants, puis aller nettoyer ce sol. En fait, il y a des recherches qui voient comment les champignons sont capables de décomposer le pétrole, des plastiques, des métaux lourds. Il y a même la radiation qui était un peu comme étudiée, qui sont capables d'aller décomposer la radiation.
Puis après ça, ils vont même donner des champignons. Donc, on pourrait même faire l'argent à travers la guérison de notre planète. Donc, encore une fois, il y a des recherches à faire, mais c'est très, très intéressant. Une autre fonction des champignons, c'est la médecine. J'imagine que tout le monde connaît la pénicilline. Cette image qu'on a ici, c'est la molécule de la pénicilline. Puis, c'est sûr que c'est une molécule qui a sauvé la vie de milliers de personnes, il a changé le cours de l'histoire. À part la pénicilline, les champignons ont été utilisés pendant l'histoire pour beaucoup de peuples différents, comme la médecine. En fait, la première fois que les champignons il est connu pour être utilisé comme médecine, c'est dans la préhistoire. Il y a un homme qui était trouvé en Italie, dans les Alpes, qui s'appelle Ossi, si jamais vous voulez aller chercher, qui avait un collier avec un champignon qui était un champignon médicinal. Donc, dans le fond, ça fait des milliers puis des milliers d'années qu'on utilise ces champignons pour se guérir. À part les champignons plus, mettons, comme la pénicilline, on va avoir aussi des champignons qui ont été utilisés aussi dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, ou plus dans la naturopathie. Dans ce groupe de champignons, on va trouver les chagas, par exemple, que j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui connaît. Les chagas, on les trouve ici à Québec, dans la forêt. Et il y a les reishi, il y a aussi les Ind hérissons, en anglais les lion's mane. Puis c'est tous des champignons qui, en ce moment, ils sont très étudiés, puis qu'on voit qu'il y a beaucoup de propriétés qui sont très bénéfiques pour l'être humain. En fait, sont très bons pour le système immunitaire, mais il y a beaucoup plus d'autres propriétés qui peuvent être utilisées. Donc, pour finaliser un peu les 4 volets des champignons que je voulais parler, il faut parler de la psilocybine. J'imagine que tout le monde connaît les champignons magiques. C'est très recherché en ce moment, c'est très à la mode. Puis, il y a beaucoup de potentiel dans ce monde. En fait, il vient de devenir légal au Canada pour des raisons thérapeutiques. Puis, il est prouvé qu'il peut aider pour les stress post-traumatiques, il peut aider pour la dépression, il peut aider même au monde à fin de vie, pour avoir une fin de vie un peu plus en paix, puis de meilleure qualité. Donc, encore une fois, beaucoup de recherches à faire, mais très prometteur. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être que vous vous demandez pourquoi moi je m'intéresse aux champignons. Mais en fait, moi, ça fait quelques années que j'ai entendu parler de toutes ces options que les champignons offraient, puis j'ai voulu savoir plus. Puis de tout ça, il y a amené un rêve, que c'était de faire ma propre entreprise de champignons. Puis c'est de là que j'ai créé avec mon partenaire les réseaux souterrains. C'est une champignonnière ici à Sherbrooke, à Lennoxville. Puis on fait des champignons gourbés qu'on vend au marché, on vend un peu autour de nous. Mais en fait, on rêve de peut-être un jour être capable d'aller chercher beaucoup plus de choses comme on a vu aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié cette présentation et que vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec les champignons que juste de les manger. Merci beaucoup. Et combien de temps pour nettoyer un champ? Et je ne sais pas exactement, mais c'est ça, c'est encore, toutes les recherches que j'ai faites, c'était plus à petite échelle. Donc, c'est encore une chose qu'il faut investiguer. Ouais. Oui, merci beaucoup pour la présentation, c'est très important. Donc, tu as dit que les champignons, ça pouvait aider à construire des briques, des souliers, des emballages. Puis là, on parle de sauver le monde, faire quelque chose de bien pour la planète. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu penses? En fait, est-ce que tu penses que les champignons pourraient être la solution aux pailles en carton qui fondent? Je n'ai pas compris la dernière partie. Est-ce que les champignons pourraient être une solution aux pailles en carton qui fondent dans la bouche et dans les drinks? Qui se défend? Ah, je comprends. Je dirais peut-être pas pour l'instant, parce qu'en fait, les champignons, dès qu'il va y avoir beaucoup d'humidité, peut-être qu'ils vont se décomposer aussi. Donc, je dirais que pour l'instant, non. C'est plus des autres utilisations qui font avec. Ouais.
Super, merci beaucoup. D'ailleurs. Donc, vous voyez un peu le format, hein? C'est court, c'est punché, on va susciter des réactions, on parle de drogue. C'est vraiment... on parle pas tout le temps de drogue, mais on parle entre autres de drogue avec la présentation d'Ignacio. Donc, pour la deuxième présentation, ça va être notre ami Rami Latrèche qui va présenter. Et pour le présenter, on voit que les gens veulent une deuxième bière, hein? C'est ça, hein? Qui vous fait parler comme ça. Donc, après avoir été ingénieur économiste dans l'industrie du pétrole, avoir fait un MBA en France, et il fait maintenant un doctorat en administration. Aujourd'hui, il s'intéresse à la réalité augmentée et comment elle peut être pratique dans le milieu du travail en industrie. J'invite à l'accueillir très chaleureusement Rami Latrèche. Bonne présentation. Bonjour à tous, moi c'est Rami, je suis doctorant à l'école de gestion à l'université de Sherbrooke et je vais vous parler de mon sujet qui me tient à cœur là, la réalité augmentée et ses applications très très sérieuses. Pour cela, je vous propose la situation suivante. Vous êtes dans une usine qui fabrique de la crème glacée et puis il y a Marcel qui a travaillé pendant 10 ans dans le service des mélanges. Il vient de claquer la porte du jour au lendemain. Et puis, on fait appel à Céline du département emballage, qui ne connaît pas vraiment le travail que Marcel faisait. Elle a juste été briefée pendant 20 minutes la veille de sa prise de poste. Et puis, la procédure que Marcel a expliquée à Céline, elle contient après 15 étapes. Pour chaque étape, il fallait vérifier plusieurs paramètres là. Des températures, des pressions, des quantités de matière, quelques actions à faire là. Et puis elle se trouve le lendemain à 8 h du matin avec une commande de 7900 kg de crème glacée à préparer. Il faut qu'elle prépare et qu'elle manipule 4000 litres de lait, 2000 kg de sucre. Si elle fait une erreur, il va y avoir un impact financier. Son poste est en jeu là. Elle commence à stresser jusqu'à ce que Bob du département IT, il débarque. Bob, il est vraiment très cool. Et puis, il lui propose quelques lunettes, des lunettes qui sont magiques. Elle met ses lunettes et tout d'un coup, elle commence à voir des choses qui n'existent pas réellement, des choses qui sont virtuelles. Elle commence à comprendre un petit peu d'où vient le lait, par quel équipement il va passer, et puis d'où est-ce qu'elle va sortir la crème glacée. Elle va même voir pour chaque équipement comment il s'appelle, le pasteurisateur, le liquefier. Avant, elle ne connaissait pas ça. Elle commence à se rappeler un petit peu de la procédure qui a été expliquée la veille par Marcel. Et puis, elle vient de voir comme première étape, il va falloir ouvrir la vanne pour admettre le lait dans le pasteurisateur. Et ça lui montre même l'endroit de cette vanne qu'elle doit ouvrir. Et puis, quand la vanne a été ouverte, elle va voir un indicateur lui disant « la vanne est ouverte ». C'est vraiment très sympa. Et puis, elle pourrait même voir la quantité de lait qui a été admise dans l'équipement pasteurisateur. Et puis, comme deuxième instruction, il lui dit dès que la charge atteigne après 3800 kg ou litres, il va falloir commencer à fermer la vanne pour respecter les 4000 litres de lait admises. Et puis, elle se rend chez Bob, elle lui dit « Tes lunettes sont vraiment très sympas. Est-ce que dans le café que tu m'as proposé ce matin, est-ce qu'il n'y avait que du café là ?» Et puis, il lui dit « Non, en fait, il s'agit d'une nouvelle technologie qui s'appelle la réalité augmentée. Et cette technologie, elle permet de superposer des objets virtuels sur le monde réel de ses utilisateurs. Ce sont des lunettes, généralement, on l'utilise avec des lunettes de réalité augmentée qui sont transparentes, qui sont censées garder l'opérateur et l'utilisateur en contact permanent avec son environnement réel, mais ça vient juste augmenter son environnement avec des informations qui sont utiles pour qu'il puisse
faire sa tâche en toute connaissance de cause, en connaissant tous les paramètres, il va prendre une décision vraiment éclairée. Et puis ces casques, ils sont connectés au Wi-Fi, donc ils peuvent avoir accès à toutes les informations dans les serveurs des entreprises. Ils peuvent avoir, par exemple, accès au signal d'une vanne si elle est fermée ou si elle est ouverte. Et puis, elle va capter ce signal et elle va le projeter juste devant les yeux des opérateurs là. Et il sera au courant que la vanne est ouverte ou bien elle est fermée. Et quand il va décider, il va prendre en considération cette information-là. Et puis elle lui dit, ok, je pense que je vois de quoi tu parles là. Tu me parles de ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Il lui dit, non, pas du tout là. La réalité virtuelle est un cas exceptionnel de la réalité augmentée, mais tu seras en complète immersion là. Tu seras complètement déconnecté de ton environnement réel. Et tu vas voir que dalle là. Tu seras vraiment dans ton monde à toi. Elle lui dit, ok, c'est une sorte d'intelligence artificielle. Il lui dit, non plus. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques, de technologies qui permettent d'imiter le comportement de raisonnement humain. Par exemple, ici, à travers une image, on peut reconnaître une personne, une bicyclette, un camion, ainsi de suite. Et puis elle lui dit, généralement on utilise ça que pour les jeux vidéo. Et puis il lui dit, ça t'a bien servi de t'en sortir ton premier jour à l'usine de crème glacée là. Donc il peut y avoir quelques applications vraiment sérieuses là. Et puis Bob, il va lui parler, en fait Bob, c'est moi. Et puis il va lui dire son domaine de recherche. Donc il s'intéresse et il pense que la réalité augmentée, elle peut améliorer, elle peut te rendre comme Van Damme. Elle peut améliorer ta conscience situationnelle, ou bien en anglais, situational awareness. Tu deviens aware comme Van Damme. Et cette notion-là, elle renvoie au fait que si on a accès à tous les paramètres, à toutes les informations possibles, pour prendre une décision, pour faire une tâche, on ne va pas commettre d'erreur, on ne va pas parier, on ne va pas prendre une décision sans connaître un paramètre ou un autre. Et puis, il y a 3 niveaux pour ça. Il faut avoir l'information, il faut comprendre l'information. Et le 3e niveau de cette conscience situationnelle, c'est de pouvoir prévoir l'état futur de ces paramètres-là. Et là, on devient vraiment très, très aware comme Van Damme. Là. Et ça a été mesuré au début chez les pilotes d'avions de chasse. Par exemple, Maverick de Top Gun, le gars qui résiste à 10 G de pression, là, il doit connaître toutes les informations de son appareil et aussi toutes les informations par rapport à ses ennemis, au risque de sa vie. Là. Donc il doit vraiment maîtriser tout ça. Et puis, pour notre recherche, nous nous intéressons. On s'intéresse. On va ramener le même principe de conscience situationnelle à l'industrie. Et puis, on est en train de développer une solution qui sera connectée avec les différents capteurs d'une entreprise donnée, ou bien les objets connectés, par exemple ici. On va faire quelques essais au laboratoire d'Omus de l'université de Sherbrooke. Là, et il s'agit d'une bouilloire connectée. Et puis, ça, c'est une vision typique à travers un casque de réalité augmentée. Et l'utilisateur, il va voir les instructions suivantes. Il va falloir s'assurer que la bouilloire est bien branchée. Il va falloir s'assurer qu'il y a de l'eau dedans. Et puis, il va falloir cliquer sur le bouton pour allumer cette bouilloire. Et puis, on pointe directement au bouton où il va falloir appuyer là. Et quand on appuie sur ça, on voit en temps réel que le statut de cette bouilloire, il va changer de off vers on. On pourrait même voir la température à laquelle l'eau à l'intérieur y est. Et tu vas vérifier si tu veux préparer du maté, il va falloir s'arrêter à 80. Si tu veux préparer autre chose, il va falloir s'arrêter à 100 degrés Celsius. Là. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que la réalité augmentée, ce n'est pas vraiment quelque chose de virtuel. Elle cible, elle veut garder l'opérateur et l'utilisateur le plus connecté possible avec son environnement réel. Et puis, pas de distraction, c'est un peu dangereux dans un milieu industriel.
elle va aussi améliorer la conscience situationnelle des opérateurs. Donc, il va y avoir moins d'erreurs commises et moins d'anxiété quand on prend un nouveau poste, surtout pour les nouvelles recrues, là. Pour l'instant, d'un point de vue technologique, la technologie n'est pas vraiment au point. Les batteries ne tiennent que 2 heures pour les technologies les plus avancées. Il va falloir tenir au moins 8 heures le temps d'un shift. Et puis, en termes de fiabilité, ce n'est pas tout à fait aux normes industrielles. Il va y avoir des bugs chaque heure, là, chaque 30 minutes, chaque heure, il va y avoir un bug. Ce n'est pas vraiment admissible dans un milieu industriel. Mais ça va venir. Ici, il y a la hype cycle. C'est une courbe qui décrit la maturité des nouvelles technologies. Et puis, il y a un grand pic d'exubérance irrationnelle au début. On s'attend à ce que cette technologie va résoudre pas mal de problèmes. Et puis, on devient de plus en plus pragmatique. Et puis, on va essayer de chercher quelques solutions pratiques, là. La réalité augmentée, elle est un petit peu sur la pente pragmatique. Donc, et puis, ça va lui prendre au moins 5 à 10 ans pour avoir une maturité vraiment industrielle. À titre de comparaison, les autres technologies comme la réalité virtuelle, les montres intelligentes, ils sont un petit peu en avance. Et puis le métaverse, on est vraiment dans l'effet wow pour l'instant, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Ben, je vous remercie. Et quelles sont vos questions? Comment? Ouais, il a posé la question pour les early adopters, les entreprises qui ont déjà utilisé cette technologie. Il y a quelques startups ici à Montréal qui s'appellent DeepEye, qui développent des solutions en réalité augmentée pour des industriels. Jusqu'à maintenant, c'était juste pour des applications de jeux vidéo. Il y a Pokémon Go qui marche pas mal. Mais pour des applications industrielles, ça reste toujours pas très, très pratique, là. On est au stade des expériences. Et d'ailleurs, je m'apprête à faire quelques expériences ici au Québec dans des entreprises manufacturières pour voir est-ce que ça vaut la peine dans 5 ou 10 ans de cibler quelques tâches manufacturières pour lesquelles on va introduire ça et que ça va marcher, là. Disons oui, il pose la question pour dire est-ce que la réalité augmentée, ce n'est pas vraiment intrinsèquement de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas tout à fait ça. Quand on projette des objets virtuels qu'on va placer ici, c'est pas vraiment très, très intelligent. C'est vrai que ça reste très technique, mais ce n'est pas intelligent d'un point de vue... Il n'y a pas un raisonnement à faire là. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est vraiment complémentaire à ça. Ce serait vraiment sympa dans le casque, parce que tous les casques de réalité augmentée sont équipés de plusieurs caméras, des caméras 3D, tout ça. Ce serait vraiment sympa de reconnaître quelques objets. Et puis, on va projeter quelques étiquettes pour chaque objet. Il va dire, ça c'est telle personne, ça c'est telle machine. La machine, elle a un statut X ou Y, là. Ça reste une technologie complémentaire, mais ce n'est pas vraiment la réalité augmentée. Oui, désolé. Ouais. C'est une brève question. Moi, comme je travaille dans le métier de littérature, j'ai remarqué tout le texte qui apparaît dans la vision augmentée. Et je me demandais, parce que ça pourrait paraître très évident, écrire, mettons, des instructions pour l'utilisation d'un outil, mais on a trouvé au travers des dernières 50 années que c'est tout un métier. Il y a de l'écriture technique juste pour gérer les choses comme les étiquettes, les instructions. Et oui, c'est pas tout à fait aussi évident qu'on aurait pensé.
pour la construction de ces informations dans la vision augmentée, est-ce qu'il y a déjà comme un sous-champ des gens qui construisent ça? Ou je me demandais, je me suis inquiété un peu en pensant que peut-être les gens seront tentés de se tourner vers l'intelligence artificielle justement pour ce genre d'affaires et ça pourrait mener à des dégâts, mettons. Mais c'est juste que je n'ai pas vraiment compris votre question. Est-ce que vous voulez dire... est-ce que vous pouvez juste reformuler, s'il vous plaît? C'est juste pour savoir si les gens présentement qui font les textes, qui accompagnent la vision augmentée, est-ce que c'est pour l'instant juste les créateurs eux-mêmes qui font ça, ou est-ce que ça vient d'un groupe de professionnels déjà formés pour faire de telles tâches? Je vois ça. En fait, dans notre recherche, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir des ingénieurs industriels qui vont modéliser les tâches manufacturières. Et puis, on pourrait traduire cette modélisation en un programme en réalité augmentée. Et quand on a introduit cette notion de conscience situationnelle, c'est toute une littérature qui n'est pas vraiment technique, mais plutôt quelque chose de gestion. Quelles sont les informations nécessaires pour accomplir telle ou telle tâche d'une manière optimale? Donc c'est ça. Donc le lien est là. Il va y avoir deux corps de métier. Le corps de métier d'ingénieur industriel, celui qui va écrire les instructions optimales pour accomplir telle ou telle tâche. Et puis, il faut que ça soit traduit en un programme informatique en réalité augmentée. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, c'est maintenant le temps d'épargner un peu votre attention avec une courte pause de 10 minutes. Donc, on vous invite à aller prendre un refill de bière, de nachos, prendre l'air. On se revoit d'ici 10 minutes, c'est-à-dire exactement à 17h57. À bientôt. On va recommencer ça. Donc, chose promise, chose due. Je vous invite à vous rasseoir, rouvrir vos oreilles, fermer votre bouche et laisser la science s'infuser dans votre esprit. On recommence avec la présentation de Lydia Colegio-Durand, qui s'intitule « Les données démographiques du Québec pré-industriel font-elles partie du champ de l'étude d'histoire ?» Pour la présenter, elle est originaire du Pays basque. Elle fait présentement un doctorat en biologie à l'Université de Sherbrooke et elle est aussi impliquée auprès du comité Promo-Sciences du Rexus. Et on la remercie encore une fois pour la belle co-organisation pour l'événement. Aujourd'hui, elle nous explique de quelle façon les données sociodémographiques peuvent être utilisées dans la biologie évolutive et en parlant de la sexualité de vos arrière-grands-parents. Merci de l'accueillir avec une belle main d'applaudissements. Bonjour. Oui, aujourd'hui, je vais vous démontrer un mythe. Est-ce que les données démographiques de Québec pré-industriel sont de l'histoire? Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Qui d'ici vient d'une famille québécoise? Levez la main. Wow! OK, c'est quand même beaucoup. OK. Ouvrez bien vos oreilles parce que ça vous intéresse. Parce que, OK, je vais vous parler de comment la sexualité de vos arrière-grands-parents ont affecté à la population de la Nouvelle-France, ou plus précisément, comment vos ancêtres fourraient plus que vous. OK, mais j'ai une confession à vous faire. Malheureusement, j'ai une confession à vous faire. Est-ce que j'ai un problème avec ma recherche? Et non, c'est pas que mon chat me laisse pas travailler. C'est que chaque fois que je parle de ma recherche, j'ai un déjà-vu. Qui d'ici sait c'est quoi un déjà-vu? OK, c'est quoi? OK, exactement. C'est quand on est en train de vivre une situation et on a déjà la sensation de l'avoir déjà vécu.
est que chaque fois que je pars de ma recherche, la personne me dit « Oh, tu travailles avec la population pré-industrielle, avec les données démographiques, mais je pensais que ce sujet était l'archéologie, l'anthropologie, la démographie, l'histoire, la sociologie, mais non, c'est un mythe, parce que moi, ce que je fais, c'est de la biologie. » Et pourquoi est-ce qu'on fait la biologie avec ça? Ben, bon, en biologie, et plus précisément en écologie évolutive, on a une théorie super importante. C'est la théorie d'histoire de vie. L'histoire de vie décrit la vie d'un individu de son début à la fin, et il est tous les traits qui caractérisent la maturation, la reproduction et la longévité. Et qu'est-ce que c'est mieux pour un individu? Bon, par rapport à la reproduction, c'est mieux d'avoir plus et plus et plus d'enfants et que ces enfants, sa descendance survive à l'âge adulte, et aussi avoir une plus longue longévité, donc vivre plus temps. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi c'est important les traits d'histoire de vie? Dans la population de Québec pré-industriel, et pour la reproduction, on a les traits d'histoire de vie suivants. On sait quand ils se sont mariés, on sait où se sont mariés, on sait avec qui se sont mariés, on sait combien d'enfants ils sont où, et on sait à quel âge il avait quand sa progéniture est née, s'il avait 20, 30, 40 ans. Et on sait aussi s'il a passé 1 an, 2 ans entre les accouchements. Et par rapport à la longévité, on connaît quand ils sont nés, quand ils sont morts, où ils sont nés, où ils sont morts. Et on connaît aussi quel âge il avait quand ils sont morts. Mais une chose qu'on n'a pas, malheureusement, dans ces données, c'est pourquoi ils sont morts. Des fois, on peut les deviner parce que si c'est une femme qui est morte le même jour ou quelques jours après un accouchement, c'était l'accouchement et la raison de la mort, mais sinon, malheureusement, on ne le sait pas. Et pourquoi tu as toutes ces données, de où ça vient? Ça vient d'un registre qui s'appelle le registre de la population du Québec ancien. Donc, les démographeurs de l'Université de Montréal sont allés à toutes les petites paroisses, toutes les églises de Québec. Ils ont ramassé les lacs de mariage, lacs de mort, lacs de naissance, puis tout ça. Ils ont construit une belle table d'Excel avec laquelle je peux travailler. Et quelle autre donnée est-ce que j'ai? Je sais c'est qui chaque individu, je sais si c'est un homme ou une femme, je sais qui était sa mère, qui était son père, qui était sa grand-mère, qui était son grand-père, et je sais qui étaient ses frères et sœurs. Donc, si vous avez de la curiosité et vous voulez savoir plus de ça, vous pouvez aller chercher le registre de la population de Québec ancien et chercher vos ancêtres. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi c'est important pour la biologie? Blablabla. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est que l'évolution continue d'affecter les êtres humains. Bon, donc dans cette étude, elle a été faite dans la petite île d'Île-aux-Coudres. Ils ont étudié les 2 traits d'histoire de vie de l'âge à la naissance du premier enfant, donc si la femme avait 20, 30 ans ou combien, et le nombre d'enfants que chaque femme a eu en moyenne. Donc, l'étude va de l'année 1800, commence dans les années 1800, et à début de l'étude, en moyenne, les femmes avaient son premier enfant à l'âge de 26 ans, et à la fin de l'étude, 140 ans plus tard, en moyenne, les femmes avaient son premier enfant à l'âge de 22 ans, donc 4 ans plus jeune, c'est quand même beaucoup. Mais à début de l'étude, dans les années 1800, il avait en moyenne 4 enfants, et à la fin de l'étude, en moyenne 8 enfants. Donc c'est quand même un gros changement pour seulement 140 ans. Donc avec cette étude, ils ont démontré comment certains traits de l'histoire de vie humaine sont soumis à la sélection naturelle parce qu'on a à la naissance du premier enfant plus jeune a été sélectionné et a eu comme résultat un nombre plus grand d'enfants. OK, le deuxième exemple, c'est est-ce que la présence des grands-mères aide aux petits-enfants à survivre? Et dans cette étude, ils ont étudié la population entre les années 1720 et 1750 et ils ont étudié les traits d'histoire de vie de la présence de la grand-mère. Donc, si la grand-mère était en vie et habitait proche de sa fille,
et le nombre d'enfants que sa fille a eu, qui ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand la grand-mère était en vie et habitait proche, chaque femme avait en moyenne 4 enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte, mais quand la grand-mère était morte ou habitait trop loin, chaque femme avait seulement 3 enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte. Donc, ça nous donne des importances évolutives pour les grands-mères et c'est une petite justification pour la ménopause parce que même si la grand-mère ne peut pas se reproduire elle-même, elle peut aider à que ces petits-enfants peuvent survivre. Et le troisième exemple, c'est est-ce que le lieu de naissance de la mère a une influence sur le nombre d'enfants et leur survie. Donc ici, on a comparé le nord de la fleuve Saint-Laurent avec le sud de la fleuve Saint-Laurent et on a aussi comparé les 2 villes de Montréal et Québec avec les campagnes qui sont toutes les restes. Donc, pour les traits de nombre d'enfants nés, on a comparé le nord de la fleuve Saint-Laurent et on a trouvé qu'en moyenne, chaque femme avait 7 enfants, mais dans le sud, chaque femme avait en moyenne 8 enfants. Donc, quand la mère est née au sud de la fleuve Saint-Laurent, ça l'a donné de meilleures conditions pour après avoir plus d'enfants. Pourquoi? Parce que les conditions pour les cultures sont meilleures dans le sud de la fleuve Saint-Laurent, donc elle avait plus d'accès à la nourriture, donc elle a grandi plus saine et a pu avoir plus d'enfants. Et pour les traits, le nombre d'enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte, on a comparé les milieux urbains, donc Québec et Montréal, avec la campagne. Donc, dans le milieu urbain, en moyenne, chaque femme avait entre 3 ou 4 enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte, mais dans le milieu rural, chaque femme avait 5 enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte. Donc, quand la femme est née dans le milieu rural, elle avait aussi plus d'enfants qui survivaient jusqu'à l'âge adulte que les femmes qui sont nées dans le milieu urbain. Et ça, l'explication, c'est parce qu'elle avait plus de nourriture disponible aussi, et elle avait moins de maladies dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Donc, l'étude des traits d'histoire de vie, ça qui nous permet d'étudier, c'est la sélection naturelle, l'interaction entre les traits et les effets de l'environnement. Et le message à retenir, ce que je veux que vous vous souveniez, c'est qu'avec les données démographiques de Québec pré-industriel sont vraiment exceptionnelles et ça nous permet de faire la recherche en nombreux domaines, dont la biologie. On utilise... Oui, la question c'est comment est-ce qu'on sait que c'est la présence ou l'absence de la grand-mère qui fait que les enfants ont une meilleure survivance et ce n'est pas une autre chose, par exemple. Et c'est parce qu'on fait des modèles statistiques. Donc, dans les modèles, on a beaucoup de variables. Par exemple, pour les modèles avec la grand-mère, ils sont aussi inclus l'endroit de naissance, l'âge de la mère, la famille, l'année, parce que ce n'est pas le même si c'est l'année 1650 que l'année 1750. Donc, il fait un contrôle pour toutes ces variables et il voit qu'il y a vraiment une différence significative. On aime ces mots beaucoup en sciences. Donc, il y a une différence quand la grand-mère est là et une différence quand la grand-mère n'était pas là. Et aussi, dans cette étude, plus précisément, ils ont comparé, je ne l'ai pas dit, deux sœurs. Donc, une sœur qui avait la mère, o sea, la grand-mère proche et en vie, et l'autre sœur que quand ça reproduit, la mère était déjà morte ou habitait trop loin. Donc, dans cette étude, plus précisément, elle a été une étude intrafamiliale. Donc, ils ont comparé la survivance des petits enfants en comparé deux sœurs. Donc,
c'est vraiment fort. Merci pour ta question, c'est très important. Oui, ouais. Alors ça va rejoindre un petit peu l'autre question. Je voulais savoir comment vous faites pour faire la différence entre une pression de sélection, donc vraiment le phénomène de l'évolution qui aurait lieu sur les 140 années qui ont été étudiées, et une différence sociétale, c'est-à-dire que la société changerait, ce qui fait que les gens auraient plus d'enfants juste parce que c'est plus pratique d'avoir plus d'enfants. Comment on fait la différence en fait? Comment vous arrivez à faire la différence? Bon, c'est un peu compliqué de répondre à la question parce que quand il est plus favorable d'avoir plus d'enfants, ben ça c'est une pression de sélection. C'est pour ça que, si ça ne serait pas favorable d'avoir plus d'enfants, ben, les traits n'auraient pas été sélectionnés. Donc, quand la société fait une influence positive à avoir plus d'enfants, comme dans ces cas, ben, ça c'est aussi une pression sélective. C'est un peu les deux choses. On ne peut pas faire... donc, la société fait une pression... la société fait aussi la sélection naturelle. C'est la même chose, on dira. Ok, juste... Enfin, ça ne répond pas tout à fait à ce que je voulais dire. Peut-être que je m'exprime mal. Parce qu'en fait, le nombre d'enfants ne dépend pas forcément directement de la génétique en fait, de la personne. Ou si... Parce que ce que je veux dire, c'est que la pression de sélection va changer le génome des gens, donc le génome de la population, alors que la pression sociétale va juste changer la façon dont les gens font des enfants. Et mais le truc qui a changé, c'est l'âge auquel la femme avait son premier enfant. Et en conséquence, il avait plus de temps pour avoir plus d'enfants. Donc c'est ça qui a changé. Donc une chose a changé à cause de l'autre. Ok, du coup, ma question, c'est est-ce que ce changement d'âge, il est dû à un changement du génome, vraiment, intrinsèque à la personne, ou est-ce que c'est plus une décision par rapport à la société dans laquelle la personne vit? Oui, on ne peut pas le demander, malheureusement. Mais quand c'est un changement de la société, en plus, dans ce cas, c'est une petite population, mais nous, on ne peut pas savoir la raison, si c'est une décision consciente de au lieu d'avoir mon enfant à l'âge de 26 ans, je veux l'avoir à 22 ans, on ne peut pas le demander. On ne sait pas si c'est une décision consciente, mais on sait, ça qu'on voit, c'est l'âge moyen de la première reproduction et le nombre d'enfants. Ça, on a les données. Donc, on ne peut pas tester, on n'a pas les testimonies, on n'a pas les raisons, mais on voit les résultats et c'est ça qu'on a trouvé. Donc, les traits ont été sélectionnés dans cette direction. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est bon. Merci beaucoup. OK, merci à toi. Donc, la sexualité des grands-mères est vraiment un grand sujet. On va enchaîner avec notre quatrième présentation. Cette fois-ci, elle vient d'Alexandra Thibodeau, qui est kinésiologue de formation. Elle poursuit aujourd'hui une maîtrise en sciences de santé et elle s'intéresse particulièrement aux saines habitudes de vie et à l'obésité. Et ça se reflète dans sa présentation d'aujourd'hui qui s'appelle « Démystifier les mythes liés à l'obésité, un défi de taille ». On l'accueille chaleureusement. Donc, bonjour. Moi, j'aimerais commencer en vous posant une question. Donc, quand je vous montre cette image-là, c'est quoi la première chose qui vous passe par la tête? Donc, vous oserez peut-être pas le dire, mais vous avez peut-être pensé « Ah, il mange de la malbouffe, c'est pour ça qu'il est gros. » Et quand vous avez eu cette pensée-là, vous avez eu un biais lié au poids. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle un préjugé. Et ces préjugés-là peuvent être implicites, c'est-à-dire qu'ils vont survenir de façon inconsciente et automatique. Puis quand on a ces préjugés-là de façon collective, ça mène à la stigmatisation. Donc la stigmatisation, c'est la honte qu'on porte à des gens parce qu'ils diffèrent des normes sociales. Et ça provient de stéréotypes, d'idées fausses et donc de mythes.
Et les récentes études suggèrent que les mythes liés à l'obésité sont plus néfastes pour la santé que l'obésité en tant que telle. Donc, en d'autres mots, ça veut dire que les stéréotypes et les idées fausses qui circulent entourant l'obésité vont avoir des impacts plus négatifs pour la santé que d'avoir un surplus de poids. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma présentation, je veux démystifier les mythes liés à l'obésité, ce qui est un défi de taille. Donc, le premier mythe que je veux démystifier avec vous, c'est que les personnes en situation d'obésité ne sont pas en santé. Donc, d'abord, il faut savoir que l'obésité se calcule par l'indice de masse corporelle, qui est l'IMC. Pour être catégorisé en situation d'obésité, il faut avoir un IMC supérieur ou égal à 30. Mais il y a quand même certaines limites à utiliser l'IMC pour catégoriser les gens selon leur situation d'obésité. Donc, on va faire un exemple. Donc, on a deux personnes qui ont exactement le même poids et exactement la même taille, ce qui leur donne le même IMC de 30,88, ce qui les classe tous les deux en situation d'obésité. Pourtant, quand on regarde ces deux personnes, il y en a une qui est sédentaire, alors que l'autre personne est une athlète. Quand on pense aux risques pour la santé de ces deux personnes-là, on peut comprendre qu'ils ne sont vraiment pas les mêmes. Ensuite, quand on parle de santé, il faut parler de distribution de la graisse. Donc, quand je vous montre ces deux personnes, à main levée, laquelle a le plus de risques pour sa santé? Donc, ceux qui disent la personne en rouge, levez la main. Et ceux qui disent la personne en verte. OK, je vois que tout le monde a eu la bonne réponse. Donc, c'est la personne en rouge. Cette personne-là a une distribution de la graisse qu'on appelle de type pomme, ou encore, comme mon oncle Régent le dirait, là, ça, c'est ma petite bedaine de bière. Donc, dans cette distribution de la graisse va surtout se situer au niveau de l'abdomen et des organes, et c'est cette graisse-là qui serait néfaste pour la santé. De l'autre côté, la personne en verte, elle, a une distribution de type poire, où la graisse va surtout s'accumuler au niveau des fesses et des cuisses. Et cette graisse-là, elle ne serait pas néfaste pour la santé. En fait, elle aurait même des effets protecteurs pour la santé, puisque la graisse va s'accumuler au niveau des fesses et des cuisses, plutôt qu'au niveau des organes, comme le cœur et le foie. Enfin, quand on parle de santé, un élément important à considérer, c'est la condition physique. Plus précisément, la condition cardio-respiratoire, donc la capacité des poumons à acheminer l'oxygène jusqu'aux muscles lors d'une activité physique. Et c'est tout à fait possible pour une personne en situation de surpoids d'avoir une bonne condition cardio-respiratoire. Une personne en situation de surpoids peut même être en meilleure condition physique qu'une personne qui serait considérée de poids normal. Et la capacité cardio-respiratoire, c'est un meilleur indicateur de santé que le poids. Ensuite, le deuxième mythe que je voulais démystifier avec vous, c'est que les personnes obèses sont lâches, paresseuses, qu'elles manquent de volonté parce qu'elles auraient juste à faire plus d'activité physique puis à manger mieux pour perdre du poids. En fait, quand on parle d'obésité, c'est une maladie complexe qui a des causes multifactorielles. C'est sûr que l'activité physique et l'alimentation ont un rôle vraiment important à jouer, mais il ne faut pas oublier les autres facteurs qui vont avoir quand même une influence sur lesquels on n'a pas le contrôle. Donc, parmi ces facteurs-là, au niveau social, on a l'emploi, le niveau d'éducation, l'accès aux soins de santé, la discrimination et la stigmatisation et le revenu. Au niveau de l'environnement, il y a aussi des facteurs qui vont influencer, comme les substances chimiques qui vont venir perturber les hormones, le marketing, l'environnement bâti, qui fait référence aux infrastructures pour la pratique d'activité physique, et l'environnement obésogène. On trouve aussi des facteurs d'influence au niveau psychologique, dont la santé mentale, le stress et le sommeil. Il ne faut pas non plus oublier la génétique. Donc, ce facteur-là, l'influence commence dès le développement du fœtus dans le ventre de la mère et même plus tôt. Et il y a aussi des protéines au niveau du cerveau
qui vont influencer la sensation d'avoir faim et de ne plus avoir faim, qui vont venir influencer le poids d'une personne. Et en fait, ce serait entre 50 à 70 % de la variation de l'IMC entre deux individus qui s'expliquerait par ces protéines dans le cerveau. Et enfin, au niveau biologique, d'autres facteurs qui vont influencer le poids, il y a l'âge et le sexe, les maladies, le nombre de grossesses, les hormones et la médication. Donc, au final, il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent influencer le poids d'une personne et cette personne-là n'a pas nécessairement le contrôle sur ces facteurs-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'une personne en situation de surpoids manque de volonté. Donc, on revient à notre image du début. Donc, on prend la situation, par exemple, de Max. Max, quand il était au secondaire, il avait un poids qui était considéré comme normal. Il jouait dans l'équipe de football de son équipe du secondaire, puis il a continué à jouer au cégep. Puis c'est là qu'il a fait une grosse commotion, puis qu'il a dû arrêter de pratiquer son sport. Donc, il a commencé à prendre du poids. Par la suite, il est rentré à l'université, puis il a vécu pour la première fois seul en appartement. Son alimentation était un peu moins équilibrée, donc il a continué à prendre du poids. Et là, dans sa jeune vie d'adulte, il a malheureusement fait une dépression. Il a dû prendre la médication, dont un effet secondaire, c'est la prise de poids. Puis pendant tout ce temps-là, sa famille lui disait de se reprendre en main et puis de perdre du poids. Mais ça faisait juste ajouter un stress, puis ça ne contribuait pas à favoriser les saines habitudes de vie. Puis au final, aujourd'hui, Max, il avait juste envie de manger son hamburger parce que ça faisait longtemps qu'il ne se l'était pas permis. Mais à cause du jugement des gens autour, il se sent mal de le faire. Puis si vous avez bien suivi la présentation, ça aussi, vous comprendrez que ça contribue à sa situation d'obésité. Donc, au final, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on a tous des biais liés au poids qui sont parfois implicites, parfois explicites, qu'on exprime, puis que c'est important d'en prendre conscience puis de s'en rendre compte parce que ça a un impact sur les gens autour de nous, plus qu'on peut le penser. Et aujourd'hui, ce que je viens de faire, donc démystifier les mythes liés à l'obésité, c'est un premier pas afin de réduire la stigmatisation. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que... Peut-être que je peux enlever ça? Non. Est-ce que... tu m'as dit qu'on connaissait les protéines dans le cerveau qui pouvaient être dues à l'obésité. Est-ce qu'on sait si elles sont essentielles à la santé et si elles pourraient être une cible thérapeutique? Moi, ma spécialité, c'est vraiment pas du tout la science fondamentale, donc je peux pas répondre malheureusement à ta question. Okay. Je sais qu'elles ont une influence, mais j'ai aucune idée. Oui, très brièvement. Bon, c'était très bien présenté, c'était très clair. Et j'apprécie que vous avez fait beaucoup des liens entre les influences. Je me demandais si toutes ces influences, ça s'agit un peu comme un spirale négatif, on dirait. Ou en tout cas, c'est un mauvais choix de mots, un spirale. Est-ce qu'il y a des spirales qui mènent dans les autres sens aussi, vers des autres changements de style de vie ou des autres changements corporels? Vous avez trouvé? Je ne suis pas sûre de comprendre la question à 100%. OK. C'est mauvaise habitude. Ce que je cherchais, vous avez décrit un réseau des influences qui pousse les personnes peut-être vers le surpoids. Est-ce qu'il y a aussi, ce que vous avez déjà vu ou trouvé, des autres réseaux des influences qui poussent les personnes dans les autres sens? Ouais, OK, il y a des facteurs qui vont favoriser l'obésité, mais s'il y a des facteurs qui vont favoriser, par exemple, les saines habitudes de vie. Ou autre chose. Oui. Oui, il y a des facteurs qui vont favoriser les saines habitudes de vie.
Et on pourrait dire, il y en a qui pourraient dire que ça va favoriser, qu'on veut chercher les facteurs qui favorisent la perte de poids, mais en fait, on ne veut pas aller vers là parce que cibler la perte de poids, comme je l'ai présenté, on n'a pas le contrôle sur notre poids, puis une fois qu'on a atteint un certain poids, c'est vraiment difficile de le perdre. Fait qu'on veut vraiment cibler les saines habitudes de vie. Fait que dans ce cas-là, oui, les facteurs qu'on va avoir, on veut avoir de l'influence sur les facteurs qui vont favoriser les saines habitudes de vie. Puis les facteurs que j'ai nommés, il y en a qui vont favoriser les saines habitudes de vie aussi, selon comment ils sont placés. Ouais. OK. Merci beaucoup. Oui. Oui, donc dans le fond, ici, on m'a demandé en avant comment la famille de Max aurait pu l'aider sans lui nuire puis lui créer plus de stress. Dans le fond, c'est premièrement faire attention à l'emploi des mots puis éviter de cibler de cibler, dans le fond, le poids comme objectif, puis de cibler les saines habitudes de vie puis sur quoi Max a le contrôle. Puis là-dessus, la famille, bien là, moi, je suis kin, fait que j'ai un petit biais. Fait que c'est sûr que je conseillerais de référer à des professionnels comme kin nutritionniste, mais il faut que la motivation vienne de Max lui-même, puis que la famille mette comme l'environnement en place pour l'aider à ça. Par exemple, l'aider à préparer des repas comme qui respecte le guide alimentaire canadien, ou aller prendre une marche avec lui pour qu'il fasse de l'activité physique, sans dire hey, on va prendre une marche pour que tu perdes du poids. Ben, on va prendre une marche pour parler ensemble, pour avoir du plaisir, parce que c'est le fun, puis l'encourager, sans mettre l'accent sur les saines habitudes de vie. Dire hey, viens, on va marcher, par exemple. Fait que c'est vraiment une question complexe, puis j'aurais pu m'éterniser là-dessus, mais en gros, c'est ça. Pouvez-vous croire qu'on est déjà à la dernière présentation? C'est la magie de la vulgarisation. Donc, pour terminer en force, on va avec Olivier Bernard, qui en plus a été étudiant en doctorat en physique à l'Université de Sherbrooke, amateur de rugby, et également à sa 3e présentation Bistro Brain. Donc, vous aurez pu comprendre plus tôt, il va se mériter une petite carte de membre honorifique. J'ai le plaisir de lui remettre donc aujourd'hui, toute fraîchement imprimée, encore une fois, une belle carte avec ma signature dessus qui donne droit à une consommation gratuite à chaque fois. Et aujourd'hui, il nous fait une présentation qui s'appelle « Les centrales nucléaires dangereuses pour l'environnement ». Merci de l'accueillir. Merci de venir en grand nombre aujourd'hui. Les centrales nucléaires à fission, dangereuses pour nous et l'environnement. Avant de commencer, est-ce qu'il y en a parmi vous qui a vu le film Oppenheimer ou le film Barbie? Ah, c'est bon, ça. Avant de commencer, comme dans le film, j'aimerais juste mettre une petite bémol. L'énergie nucléaire, ça n'a pas de valeur morale en tant que telle. Ce qui va arriver, ce qu'on va en faire, ça va dépendre de nous. Ça, c'est vous dans la salle. Et moi aussi. Bon. Fait que la fission nucléaire, l'énergie nucléaire, il y a 3 gros mythes ou 3 gros aspects que j'ai identifiés. Le premier, c'est la radiation. Bon, Godzilla, c'est mon monstre géant préféré. Je préfère qu'il reste au Japon, par contre. Après, on va parler de la pollution, le CO2, les déchets nucléaires, les poissons bizarres à les Simpsons. Puis le dernier, qui marque le plus imaginaire, c'est l'explosion nucléaire, bien sûr. Une centrale nucléaire qui explose, qui fait un champignon. On pourrait penser à Tchernobyl, en 86, ou plus récemment, on pourrait penser à Fukushima, en 2011. Donc là, avant d'en discuter davantage, j'aimerais ça qu'on parle un peu, c'est quoi une centrale nucléaire? Ça se base sur quoi? Physiquement, ça se base sur la fission nucléaire. Quoi, un réacteur? Merci. Donc, la fission nucléaire, c'est quand on a un atome, par exemple de l'uranium 245 ou 235, sur lequel on envoie un neutrino. Paf! Puis cet atome-là devient un élément plus léger. Par exemple, l'uranium, ça devient du plomb avec le temps. Donc maintenant, on comprend parfaitement la physique. Comment on utilise ça? C'est une technologie, on fait ça depuis les années 70. On utilise de l'eau. Donc on envoie de l'eau sur un corps nucléaire.
Le cœur nucléaire fait évaporer l'eau. L'eau fait tourner une turbine qui fait tourner une génératrice et l'électricité. Et le système est refroidi par de l'eau ordinaire, de l'eau de rivière, de l'eau de robinet, de l'eau qu'on voit tous les jours. Donc maintenant, on comprend parfaitement comment la physique fonctionne, puis comment est-ce qu'une centrale nucléaire fonctionne. On va pouvoir passer aux mythes ou aux grandes idées qu'on a. Fait que la première chose, c'est les radiations. Mais avant de parler de la radiation, c'est quoi une radiation? Bien, vous vous rappelez de la fission? Quand on fait la fission nucléaire, puis ça devient un élément plus léger, il y a des radiations alpha, bêta, gamma, c'est pas important. C'est des choses qui s'échappent de la radiation ou de la fission. Ça peut être de la lumière, des photons, ça peut être des électrons, ça peut être des protons. Donc là, maintenant, on comprend encore mieux la physique. Est-ce que c'est dangereux, ça? La réponse courte, c'est oui, c'est dangereux, c'est à côté de ça. Si vous avez une grande dose, ça peut être extrêmement toxique. C'est pour ça que dans une centrale nucléaire, notre radiation est enfermée dans une coque ou un espèce de château qui est fait de matériaux spécialisés pour absorber ou des matériaux super denses. Puis ça, c'est enfermé dans une grosse structure de béton. Donc là, la radiation, la dose est extrêmement faible comparativement à ce que ça pourrait être. Par exemple, à Téhéran, qui est l'endroit le plus radioactif de la planète, en incluant les villes qui ont des centrales nucléaires, c'est l'endroit qu'on voit le plus petit taux de cancer par habitant. Par contre, là, je ne vous dis pas d'aller vivre à côté d'une centrale nucléaire, là. Mais c'est juste pour vous souligner, c'est pas aussi dense. La différence entre un poison et une médecine, c'est la dose. Dans ce cas-ci, le corps humain est juste super bon pour s'adapter. Le deuxième point, je vais le passer tout de suite, c'est la pollution. Une centrale nucléaire, ça prend 7 à 14 ans à bâtir. Puis oui, ça fait beaucoup de pollution, ça fait beaucoup de CO2. Par contre, c'est tellement efficace par kilogramme d'uranium que ça produit environ, en moyenne, 28 tonnes de CO2 par gigawattheure produite. En contraste, l'huile ou le charbon, on produit plus de 800 pour le charbon, plus de 700 tonnes de CO2 par gigawattheure. En comparatif, une énergie qui est verte, que nous, on a ici, l'hydroélectricité produit en moyenne 26 tonnes de CO2 par gigawattheure. Donc, c'est plutôt une énergie verte, de ce point de vue-là, pour le réchauffement climatique. Par contre, il y a encore l'aspect des déchets nucléaires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, il y a Ignacio qui m'a un peu devancé, qui parlait des champignons qui peuvent absorber les radiations. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est les déchets nucléaires, on les enferme dans des châteaux de plomb. Parfois, on les enferme dans des châteaux de béton. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les met dans une grosse piscine chauffante. Mais moi, je ne me baignerai pas là-dedans. L'inconvénient de ça, c'est qu'on n'a pas, de tous les pays du monde qui ont des centrales nucléaires, il n'y a seulement que la Finlande qui a déterminé un lieu permanent où entreposer ces déchets nucléaires. Fait que sur les plus de 30 pays, il y en a un seul qui sait où sont ces déchets, puis qui ne laisse pas les centrales nucléaires gérer ces déchets-là. Donc là, ça devient plate parce que là, il y a des déchets un peu partout dans les piscines, dans le pays. Donc là, pourquoi on a autant de déchets? Est-ce qu'on pourrait les recycler, ces déchets-là? La réponse courte, c'est oui, on pourrait les recycler. Mais pourquoi on ne le fait pas? Il y a deux grosses raisons à ça. La première, c'est que légalement, c'est illégal de recycler les déchets nucléaires. La raison vient de la guerre froide. Pendant la guerre froide, on a réalisé qu'on pouvait recycler du plutonium, de l'uranium. On fait quoi avec ça? On fait exploser nos voisins. C'est quand même un peu problématique. Fait que c'est devenu illégal de recycler ces déchets-là. Donc, on est obligé de les entreposer. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de lobbyisme. Le charbon et l'huile, voyez-vous, c'est 75% d'électricité mondiale. Pour 1 kg d'uranium, l'énergie produite pourrait remplacer 4 millions de kilos de charbon ou de pétrole. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup moins cher. Donc là, des nouvelles technologies, par contre, qui existent, qui pourraient recycler les déchets. On pourrait parler d'un réacteur breeder ou d'un réacteur SMR. Ces nouvelles formes de stations nucléaires sont moins chères, plus écologiques, plus fiables, plus durables. Là, je parle de ça parce que je parle au prochain point qui est les défaillances du système, les explosions nucléaires. Dans l'histoire du nucléaire, il y a eu 6 cas notables. Les 2 premiers, j'en parlerai pas. C'est des cas prototypes qui ont mal tourné. Fait que donc, il nous reste 4 cas maintenant. Il y a Three Mile Island, ensuite, il y a Saint-Laurent en France, il y a Tchernobyl et Fukushima. Three Mile Island, c'est de l'ingérence gouvernementale qui a amené à la fonte d'un cœur. Puis pour ce qui est de Saint-Laurent en France, c'est une erreur de manipulation d'un employé qui a amené aussi
à la fonte d'un cœur, malheureusement. Donc, il nous reste Tchernobyl qui a pété, puis il nous reste Fukushima qui a fondu. Puis presque pété. Fait que parlons de Tchernobyl. Qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl? Si on avait eu la réalité augmentée, on aurait pu éviter ça. On a une équipe inexpérimentée qui ne connaissait pas les procédures de sécurité ni les procédures d'urgence. Une équipe de soir et de fin de semaine. Combiné à ça, on a de l'équipement qui était daté, de l'équipement de sécurité qui était défaillant, et finalement une infrastructure qui n'était pas déterminée ou destinée à ce genre d'occupation-là. La combinaison de tous ces facteurs-là ont amené malheureusement à l'explosion de la centrale nucléaire et à un nuage nucléaire qui s'est promené un peu partout en Europe. Le deuxième cas, un peu plus récent, Fukushima. Là, je vous mets une carte. Je vais vraiment vous pointer qu'il y a 1, 2, 3 stations nucléaires autour de Fukushima ou de Daiichi qui, elles, n'ont pas explosé. Bien, n'ont pas fondu. Pourquoi n'ont pas fondu? La première chose, en fait, c'est de dire, sur la côte est du Japon, c'est plutôt dangereux. Il y a beaucoup de tremblements de terre, des tsunamis. Il y a moi qui passe des fois avec Godzilla. Foutre la mort. En 2011, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Ça a amené un gros tsunami. Ça a ouvert le cœur de Daiichi, ou la station nucléaire de Fukushima. Ça a exposé le cœur nucléaire à la population. Heureusement, il y avait des mesures mises en place qui ont prévenu l'explosion. Mais pourquoi ça a fait ça? En fait, dans les normes internationales, les centrales qui sont exposées à ce genre de danger-là sont censées pouvoir soutenir ou subir ce genre de choc. Malheureusement, Daiichi n'était pas à jour. C'est une station qui avait déjà été endommagée, qui n'a pas été réparée ni mise à jour. Ça l'a amené à la fonte du cœur nucléaire. Heureusement, il n'y a pas eu d'explosion. En bref, le message important, c'est la fission nucléaire, l'énergie, c'est pas aussi dangereux ni aussi polluant qu'on penserait. La radiation, bon, c'est toujours exagéré. Godzilla, j'aime ça, là, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Les déchets nucléaires, le CO2, c'est pas trop mal. On est tellement efficace au niveau énergétique que ça le compense. Par contre, les déchets radioactifs, on a encore du chemin socialement à faire pour accepter qu'on pourrait utiliser cette énergie-là à de meilleures fins. Puis finalement, les explosions, ben, c'est une combinaison de mauvaises manœuvres et d'ingérence. J'ai oublié le mot. Bref, on a négligé, les bâtiments. Par contre, j'aimerais ça aussi mettre une dernière bémol, si vous me permettez, je vais prendre le temps. La fission nucléaire, c'est pas l'énergie du futur. C'est fini. On n'a pas une infinité d'uranium sur la planète. L'énergie du futur, ça va être la fusion nucléaire. Parce qu'on utilise de l'hélium puis l'hydrogène pour faire l'énergie. La fission, c'est une belle énergie de transition pour qu'on se rende là. C'est moins polluant, c'est pas si cher que ça. Moi, c'est ça que j'avais à dire pour ce soir. J'ai vendu ma salade. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Oui, je vous écoute. Le béton qui sert à entreposer les déchets nucléaires, c'est le même qui tient les tunnels? C'est pas censé. C'est pas mais censé? C'est peut-être qu'il y en a qui le font, des gens qui magouillent, mais c'est pas censé. OK, j'ai une autre question. Les eaux au Japon qui ont été rejetées dans la mer, ils disent que c'est pas dangereux, mais moi, je crois pas ça. Est-ce que vous croyez ça, vous? Bien, il faut considérer les quantités. Comme je disais, les radiations, c'est la dose. C'est beaucoup dans la dose que ça va se concentrer. Les fonds marins sont extrêmement radioactifs quand on regarde ça, quand il n'y a pas de recul. D'un autre côté aussi, moi, je suis très radioactif d'une certaine façon. Comme tous les êtres humains, c'est vrai. D'un point de vue évolutif, c'est un peu bizarre qu'on soit aussi radioactif. Les bananes, c'est radioactif. Mais pour ce qui est de l'eau, c'est avec les fonds marins, avec El Niño, El Niña, puis la façon que les eaux ils se répandent, la dilution est telle que, oui, c'est sécuritaire. Non, j'aurais pas bu l'eau quand elle a été déversée, par contre. Ça, c'est un point important. C'est avec le temps et la dilution que ça devient sécuritaire. Dans les premiers mois, les premières semaines, non, c'était pas sécuritaire, c'était dommageable. C'est un bon point à soulever. Il y avait le monsieur en bleu en arrière en premier, puis ensuite, il y avait vous, madame, que j'ai vu en avant. Donc, tu disais que la fission nucléaire était une énergie de transition, probablement basée majoritairement sur l'uranium, c'est ce que je comprends? Pour l'instant, si on se met à la technologie actuelle, oui. OK. Il en reste pour combien d'énergie, mettons, de l'uranium? Ou qui sont les détenteurs de ce matériau-là?
La chose qu'il y a avec l'uranium, c'est qu'on n'a pas découvert tous les sites, tous les gîtes. Avec les gîtes actuels, on en aurait encore peut-être pour quelques centaines d'années, au rythme actuel. Fait que si on augmente la consommation, ça va être moins. C'est que ça répond à votre question? Oui. Super. Oui, madame? C'est une très bonne question. Pour répondre à la première chose que j'aimerais aborder, c'est, disons, si la centrale explose, c'est 200 km le rayon. Donc, mettons, si les Gentilly 2 explosent, Sherbrooke, on est dans la limite. Ensuite, pour ce qui est de la sécurité en tant que telle, c'est sûr que si les compagnies, les centrales nucléaires, je parlais un peu des dépôts de déchets nucléaires. Si, en tant que pays, on ne se décide pas à désigner un lieu où mettre ces déchets-là, les centrales nucléaires vont faire ce qu'elles veulent. Ils vont déverser les déchets où est-ce qu'ils veulent. Le problème, au final, dans les maladies, c'est pas que la centrale est là. C'est qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent, plutôt que leur désigner un endroit où mettre les déchets. La Finlande ont décidé, ils ont mis un pied au sol, puis on dit, là, on va entreposer nos déchets à un seul endroit, puis vous allez cesser de déverser vos déchets partout. La deuxième chose que j'aimerais ajouter, c'est si on avait le droit de recycler nos foutus déchets, ben, on aurait déjà là beaucoup moins de déchets, ça nous aiderait énormément. Fait que pour répondre à votre question, oui, c'est autour de la centrale, ça a des problématiques. Il y a eu beaucoup de la mauvaise gestion, on aurait dû mettre notre pied au sol et leur dire ça suffit. Là. Ça, c'est une bonne question. Il faudrait que je revoie la topologie, puis quel genre d'impact pourrait être amené. C'est une bonne question. Il faudrait que j'y réfléchisse. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Donc, je viens déjà de le dire, mais vous avez compris, on remercie tous nos présentateurs. On va passer maintenant au quiz. Donc, brièvement, on fait le remerciement en premier, comme ça on finit l'enregistrement. On voudrait remercier d'abord vous, cher public. Est-ce qu'on a une donnée statistique à l'accueil? Je pense que non, mais d'après moi, à l'œil, vous êtes au moins 85, 90 peut-être? 110! Wow! 30 personnes de plus la moyenne annuelle de l'année passée. Merci. Donc, tous nos présentateurs et présentatrices d'aujourd'hui, Ignacio, Rami, Lydia, Alexandra et Olivier. Nos bénévoles de Bistro Brain. Donc, on part par la gauche. Nouvelle auxiliaire aux communications, Gaël, Luc et Marca à la captation vidéo. On avait Patricia Anaève à l'accueil. Et on remercie également l'équipe du Boc et Bière avec Léandre et Cameron au service. Et on avait aussi Charlie à la console, le nouveau technicien. Merci d'avoir été là. On remercie également nos commanditaires pour les consommations gratuites des 33 premières personnes qui étaient là sur place. Il s'agit encore une fois de la GEG, de la First, du Sareuse. Merci encore une fois à nos collaborateurs du Rexus, par l'entremise d'Antoine et Lydia. Et finalement, on vous annonce le quiz derrière moi, à votre gauche, un code QR. Si vous n'êtes pas familier, demandez à votre voisin d'utiliser votre téléphone intelligent. On vous laisse à peu près 5 à 10 minutes pour répondre. On vous invite aussi à la fin à répondre au formulaire d'appréciation qui nous permet de dire à la fin de l'année que 83% des gens ont eu une très bonne expérience à Bistro Brain. Donc, c'est toujours bien vendeur pour nos commanditaires, rendre les événements plus accessibles. Donc, je vous laisse vous concentrer là-dessus, puis on revient dans 5 à 10 minutes.